politique ou peut-être d'ambition personnelle. Il n'y avait pas l'idée chez Hamrouche de composer avec l'islamisme, avec le fils. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Attends, tu m'as brusqué. Je voulais continuer dans mon idée. D'accord, vas-y. Est-ce qu'il y a un point commun entre un certain nombre de ministres politiques? À ma connaissance, parmi les ministres et les éventuelles connexions avec leur chef, c'est-à-dire le Premier ministre. Sans revenir à ce que tu préjugeais tout à l'heure sur une question de lecture de type régional et non pas régionaliste. Oui. Non, je veux dire régionaliste. Non, je veux dire régionaliste. Excuse-moi. D'accord. Je crois savoir que Mouloud Hamrouche est au orphelin. Je crois savoir que Ali Bouflis est au orphelin. C'est ça. Je crois savoir que Saïd Ahmed Ghazali n'a jamais été dans aucun parti. Sachant que Bouflis était déjà au gouvernement Qasdi Merbah. Il était même ministre de la Justice. Il avait continué jusqu'à sa démission. Oui. Jusqu'à sa démission. Il interviendra après. Après. Oui. Il n'a pas démissionné du temps de Hamrouche. Tu vois par exemple que Bouflis était au gouvernement Merbah, puis au gouvernement Hamrouche. Hadi El-Khdiri, il a gardé le même poste de ministre de Transport, aussi bien chez Merbah que chez Hamrouche. Saïd Ahmed Ghazali, on l'a ramené des affaires étrangères aux finances. Oui. Plutôt, il est passé du ministère des Finances chez Merbah aux affaires étrangères chez Hamrouche. Il était chez Merbah. Oui, Saïd Ahmed Ghazali, il était ministre des Finances. Et il était ministre. Il est là, le gouvernement. Je l'ai devant moi. Gouvernement Merbah. Saïd Ahmed Ghazali était ministre des Finances. C'est Mohamed. D'accord. Hein? Ce qui n'est pas son poste. Il était ministre. Bon, comme il avait géré la Sonatrach, donc c'était pas difficile. Et puis c'est des postes politiques. Il y avait également Sadr Boussena qui a été ministre aussi de l'énergie à l'époque, etc. Il a gardé. Et il était resté ministre dans le gouvernement de Hamrouche, etc. Donc il y a un certain nombre de postes. On voit l'arrivée de Belkayed comme ministre de l'Intérieur et de l'Environnement avec Merbah. Oui. Et il a sa disparition avec Hamrouche. Boualem Bessaïh qui était avec ministre des Affaires étrangères avec Qasdi Merbah. Oui. Etc. Donc qui dit Boualem Bessaïh, Qasdi Merbah, c'est la même famille. Boualem Bessaïh, ancien du Malgache, etc. Il est toujours, donc il est président du Conseil constitutionnel, donc, etc. Voilà, grosso modo. Et on voit un jeune qui arrive et qui depuis n'est plus sorti des gouvernements, un certain ministre de la Jeunesse et des Sports, déjà avec Merbah, qui s'appelle Sherif Rahmani. On n'est pas voilà. Comme un certain secrétaire d'État au tourisme auprès du gouvernement qui a toujours occupé par la suite le SGG, en l'occurrence un certain Ahmed Nouri. Bon, grosso modo, voici la composition du gouvernement Merbah. Et à l'époque, déjà Mourad Medil, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, et il était déjà au commerce avec Merbah. Au commerce. Voilà grosso modo la composition de l'époque, etc. Donc, politique, FLN, armée, maintenant la relation avec le fils. Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas une tendance de rapprochement, j'allais dire, de compromis, peut-être de cohabitation avec le fils, voire même, comme le disent certains, de partage de pouvoir avec le fils? 89, non. 89, je parle de 90, juste après les élections locales. Je crois que les élections locales étaient déterminantes. Je te rejoins dans ce sens. La dernière fois, je t'avais apporté une contradiction. Aujourd'hui, je vais un peu confirmer le côté contradictoire, mais en même temps en renforçant un peu en allant dans ton sens. Mais sous un autre angle. Sous un autre angle. En quoi le fils intéressait la classe politique de l'époque?
Et qui inintéressé? Parce que là, la question est très importante. Si nous revenons à notre méthode d'analyse, mouvement unitaire, mouvement technocratique, d'encadrement, en quoi le Fils pouvait se présenter comme une sorte d'alternative élitaire et en quoi il pouvait se présenter comme un socle d'encadrement. C'est comme ça que je vais me permettre un peu d'approcher le Fils. Pour le début. Et juste entre parenthèses, avant même de commencer, dans la sérénité, avant même de commencer, dans ta tête à toi, en termes d'analyse sociopolitique, de sociologie politique, le Fils, est-ce un mouvement social ou est-ce un parti politique? Parce que les repères d'analyse diffèrent. Si on l'analyse en tant que phénomène partisan, c'est une chose. Si on l'analyse en tant que mouvement qui avait un nom, un titre par politique et partisan, c'en est une autre. Comment tu l'approches, toi? Institutionnellement, tel qu'il s'est présenté... Une association à caractère politique. C'est une association à caractère politique rentrant dans le cadre de la réforme de 89. Agréée en septembre 89. Agréée en septembre 89. Donc, le Fils a probablement, l'agrément du Fils a probablement été le plus mauvais cadeau, si on peut parler de cadeau, ou le piège le plus terrible qu'on a tendu à Hamouche. Pourquoi? Parce qu'il était évident que le Fils était potentiellement existant déjà dans le FLN dont tu parlais tout à l'heure, et qu'il commençait à devenir le courant majoritaire. Quand le FLN s'est mis à réagir après 88, quand il s'est mis à réagir contre la politique gabjique de l'État, et qu'il a pris pour cible non pas le gouvernement ou les gouvernements et les institutions de l'État, bien que la première chose qu'il va commencer par faire, en 90, dès qu'il gagne les élections, il change le sigle des APC. Et c'est significatif. C'est remettre en cause l'État. L'État, absolument. Mais très tôt... Ils ne s'en cachaient pas d'ailleurs. Non, ils ne s'en cachaient pas. Il était là pour changer aussi bien les pratiques que c'est très cohérent. La forme de l'État. Mais il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que le Fils va, sans avoir été l'organisateur et le commanditaire, quoi qu'ils disent, parce que maintenant ils essaient de récupérer là des événements de 88. Non, on l'a bien dit. Mais le Fils, moi j'ai assisté, j'ai participé, j'ai contribué. Il y avait les mouvements étudiants, on était à l'université. Mais il n'y avait aucune odeur du Fils. Absolument aucune. Non, il n'y avait rien. Mais il a essayé de tirer les marrons du feu. Comme tout le monde d'ailleurs. Non, mais il va tirer les marrons du feu d'une manière particulière. Un certain nombre de gens qui sont dans tous les milieux, et en particulier dans le milieu universitaire, parce qu'à l'époque ça bouillonnait, il y avait un grand bouillonnement, il y avait des commissions, des comités universitaires. C'est ça. Contre la torture, des comités universitaires de mobilisation des enseignants, etc. Il y avait des débats. Et c'est à l'occasion de ces débats qu'un certain nombre d'enseignants qui pensaient que dans la perspective de l'apparition et de la cristallisation d'un mouvement de type islamiste, ils allaient pouvoir secouer le cocotier de l'institution universitaire, je parle des universitaires, qu'ils allaient pouvoir secouer le cocon de l'universitaire et ainsi mettre un terme au monopole de gestion de l'institution par le FLN. Et c'est valable pour tout. Hein. On a toujours pensé utiliser le Fils comme un moyen de déstabilisation. Je te parle de ce que je sais. Et de destruction définitive du FLN. Je te parle de ce que je sais et laisse-moi juste aller juste à la conclusion de ce premier mot que je suis en train d'avancer. Ce qui était débattu à l'époque dans les enceintes universitaires, c'était les droits fondamentaux. Comment on appelle ça, la protection de l'université, les droits universitaires, la syndicalisation, l'amélioration
les conditions de vie et de travail, les franchises universitaires, etc., qui avaient été abandonnées pratiquement depuis les coups d'État militaires de 1965. Et le discours qui commençait à se développer dans les premières assemblées auxquelles j'ai participé, c'était cibler les directions des institutions sensibles comme l'éducation et comme l'enseignement supérieur, et la deuxième cible c'était les militaires, c'était l'armée. Le premier discours anti-militariste, je dis bien anti-militariste, qui s'est exprimé, c'était un discours de consonance islamiste, radicale. Parce qu'il y avait des islamistes comme ça, mon genre, des anciens, avec lesquels on discutait, on pouvait discuter. Par exemple, il y avait un courant qui, disons, bon chic, bon genre, un télo, un peu de bennabisme, un peu de... les gens de Bab Zouar, un peu de la fac centrale. Il n'était pas antimilitariste. Le discours du fils, dès le départ, était antimilitariste. Et il faisait porter la responsabilité à l'armée d'avoir tiré sur les manifestants. Alors que le courant de démocrates avait posé une demande d'accréditation et d'homologation et de reconnaissance du Comité national contre la torture, CNCT, dont j'ai parlé des fois précédentes. Ils sont faits dans une espèce de démagogie. Ils sont allés plus loin. Hana n'a jamais obtenu l'agrément de cette institution. Eux, ils ont pris l'armée pour cible. Et en prenant l'armée pour cible, ils font la jonction avec des forces qui, du temps de Chadli, de l'époque de Abdelhamid la science, avaient développé tout un discours sur la délocalisation de l'armée, le démembrement d'un certain nombre de casernes et leur remise à des institutions diverses, y compris une espèce de remise en cause du service militaire. À l'époque, si tu te souviens, etc., c'était en gestation. Donc, ce qui pouvait apparaître dans la logique de l'époque comme une sorte d'affaiblissement de l'armée. Affaiblissement de l'armée qui était une espèce de réponse aux exigences des institutions internationales et dans certains pays occidentaux, vous voyez, d'un très bon œil. D'un très bon œil parce que... La remise en cause du parti unique et de l'omniprésence de l'armée. Exactement. Donc c'était ces deux discours qui commençaient comme ça. Du coup, le fils apparaissait comme une sorte de mutation d'un segment probablement le plus important du FLN, ce segment qui craignait une ouverture de type libéral et démocratique dans la société. Ce qui explique les premiers slogans du fils. Dès le début, ils étaient fondamentalement opposés à toute démocratisation. Non seulement cela, mais ils considéraient que la démocratie était coffre. C'était le populisme. Le slogan est apparu pendant les élections communales. Il y avait des banderoles démocratie à coffre. C'est ça. Et dans les vagues successives de défilés. Non, mais c'est kafkaïen. Quelqu'un qui te dit que la démocratie est coffre, la démocratie est coffre, ou ça me dit que c'est la naïveté. Pas seulement la naïveté, mais disons que c'est la non-culture. C'est-à-dire que le pouvoir de 62 à 89, il a vidé l'Algérie de tout le sens que lui avait donné le mouvement national. Absolument. C'est ça malheureusement. Ce vide-là a été entre guillemets comblé par un populisme qui s'appelle le populisme du fils. Il y a ça. Je voudrais ajouter un deuxième élément qui me paraît être important. La première gestion des APC. Moi, je suis un observateur. Je marchais beaucoup à l'époque et j'ai traversé Alger de bout en bout. J'étais curieux, je regardais, je voyais les choses se faire. Et subitement,
un phénomène apparaît avec les apparitions des APC fils. 54% des APC. Hein. Pas toutes les APC à Algérie. 54%. Non, je parle de l'Algérie. Oui. 54%. Contre 47% pour les législatives. Le phénomène qui va apparaître est extrêmement important et il dépasse de loin toutes les considérations idéologiques, culturelles, etc. Parce qu'il va révéler la véritable nature du mouvement. De la nébuleuse. Première chose qui apparaît dans les APC, mis à part le changement du sigle, c'est une forme de formalisme qui a du sens. C'est la proposition un peu anarchique de résolution de la question du chômage. Oui. Le fils va autoriser des soqs. Soq l'islam. Un soq islami, c'est-à-dire le bazar, c'est-à-dire l'économie de bazar. Et cette perspective, je ne sais pas si tu l'as fait, je suis sûr, si tu as circulé dans des quartiers comme Belcourt, comme Bab el-Oued, c'était impensable. Du jour au lendemain, en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, tu avais une prolifération de revendeurs, de cabanes, de baraques, et un arrivage massif d'Al-Khorda. Ils vendaient de tout. Et à bas prix. Et à très bas prix. Est-ce que tu sais... Y compris des légumes importés. Fruits et légumes, tout. Tout, il y a C'était un état parallèle. Un marché parallèle. Non, c'était un système économique parallèle. C'est ça qui est le plus significatif. Mais est-ce que tu sais c'est quoi l'explication de l'explication des prix? Le fils faisait, parce que les gens se demandaient, la même marchandise, c'est-à-dire par exemple la tomate, à côté elle coûte 30 dinars, في السوق الإسلامي للجبهة الإسلامية للإنقاذ اللي كانت في كل مكان ça coûtait 10 dinars. Cette différence, c'est quoi? On peut l'expliquer par une subvention, comme faisait l'État à l'époque, mais d'où est-ce que le fils pouvait avoir toute